qu'est-ce que c'est ce projet dont nous nous sommes emparés chez Coactis Santé? Alors tout d'abord, vous l'avez compris, c'est un projet qui concerne d'abord les personnes avec un handicap qui avancent en âge. On peut avoir un handicap et on peut avancer en âge en bonne santé, en tout cas en maintenant le plus possible une avancée en âge positive. On s'est emparé de ce sujet, évidemment, parce qu'il y avait ce contexte démographique, beaucoup de rapports, mais des demandes du terrain qui remontaient nombreuses, et notamment auprès de l'équipe de Santé BD. Les équipes demandaient des personnages âgés pour compléter la personnalisation de nos BD en ligne. Et donc, on a décidé de lancer ce projet pour promouvoir l'avancée en âge en bonne santé des personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas antinomique. L'enjeu pour nous, c'est d'outiller les professionnels de santé. Donc on l'a vu, c'est des aides au diagnostic, des échelles de repérage, des échelles par type de handicap, et puis aider à la prise en compte des effets du vieillissement. L'idée, c'est aussi de donner des ressources faciles à utiliser pour les patients eux-mêmes, pour leurs accompagnants, sensibiliser au fait qu'ils avancent en âge, et puis essayer de favoriser un parcours de soins le plus adapté possible, préserver leur autonomie, l'autodétermination, et sur ces sujets, avec l'âge, évidemment, malheureusement, il faut aussi pouvoir se préparer à la fin de sa vie. Vous avez pu découvrir un certain nombre d'experts qui se sont mobilisés à nos côtés. On a lancé un grand nombre de groupes de travail et on a surtout eu tout au long du projet des points d'attention. On n'a pas couvert tous les champs de l'avancée en âge, mais celui de la santé des personnes en situation de handicap. On s'est intéressé, on continue à s'intéresser à tous les handicaps et on le fait avec la recherche d'une approche éthique tout au long de notre projet. Voilà, 3 ans de travail intense, une belle image qui vaut plus que quelques mots. Merci à tous les experts. Vous voyez, ils sont près de 80 à avoir travaillé à nos côtés et qui continuent à travailler à travers 12 groupes de travail. Et merci aussi à nos partenaires, merci à ceux qui sont ici aujourd'hui, dont nos financeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2023 ? On l'a abordé rapidement, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Et c'est le docteur Dorothée Montagutelli qui va venir vous présenter les 8 fiches éditées à ce jour. Merci beaucoup. Le contexte de ces fiches, ça a été d'abord de se dire, c'est M. Carnin qui avait attiré l'attention là-dessus. Oui, Stéphane Carnin, je suis gériatre à Colmar. J'ai eu le grand bonheur de travailler avec une équipe de jeunes et brillantes gériatres. J'étais un peu le papy de la série et j'ai attiré en matière de méthodologie le souci suivant, c'est qu'il fallait être extrêmement pédagogique, c'est qu'il fallait, dans un monde, ça n'a pas été dit depuis le début, mais ces personnes qui actuellement vieillissent en vivant avec leur handicap, elles n'ont pas de modélisation de leur vieillesse, puisque la génération d'avant mourait dès 40 ans. Donc, aussi bien la population elle-même que les soignants étaient relativement naïfs et vierges de toute expérience de vieillissement. Et donc, ces fiches, elles ne s'adressent pas aux hyper spécialistes dont j'ai aussi le bonheur de croiser dans la salle, mais elles s'adressent, et je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments d'évaluation, à une population de médecins, d'éducateurs, d'infirmières et libéraux institutionnels et qui n'avaient pas les outils de la description de ce vieillissement. Le professeur Jandel a tout à l'heure dit un mot important. Il a dit le vieillissement, c'est observer ce qui change. Et une fois que les partenaires de la personne vous disent que quelque chose a changé, l'infirmière, le médecin, le kiné, l'éducateur ont à décrypter ce changement et éventuellement à le traduire en diagnostic étiologique, en diagnostic de maladie, mais souvent aussi, le professeur Jandel l'a dit aussi, en perte fonctionnelle. Pourquoi la marche n'est plus possible ? Pourquoi les fonctions cognitives ont baissé? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce changement de la marche des fonctions cognitives, cette apparition des chutes? Et qu'est-ce qu'il y a derrière
de pathologie qui est éventuellement curable. Parce que l'aggravation du handicap, c'est très embêtant, c'est triste, mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est d'éventuellement de repérer des choses curables, et on sait dans le monde du handicap qu'on passe à côté de beaucoup de diagnostics curables, et donc ces fiches ont été créées dans cet état d'esprit, en fonction du type de handicap, même si c'est parfois un peu compliqué, et je continue à militer pour des fiches simples, pour des stratégies simples qui permettent d'orienter, le cas échéant, vers des centres experts. Merci beaucoup. Alors, du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là, vous avez vraiment les messages clés qu'on a voulu donner dans les fiches HandiConnect, dans l'esprit de ce que vient de dire Monsieur Carnin. Donc c'est vraiment voilà, ce qui est dans les cartouches, hein, c'était vraiment le cœur des messages. L'idée des profils de vieillissement, qu'on peut passer d'un profil robuste à un profil fragile et réciproquement. On a parlé aussi du profil pathologique. On a insisté sur le dépistage et maintenir les capacités fonctionnelles. Juste un petit mot sur les trois profils, les robustes, les fragiles et les malades. On a piqué ça aux gériatres pur sucre, pour bien montrer qu'il y a une corrélation entre le vieillissement, mais que ce vieillissement doit être regardé par des lunettes un tout petit peu spécifiques, celles du handicap. Voilà, donc l'importance, on a souligné aussi bien sûr l'entourage des aidants, l'importance de l'entourage et des aidants, que ce soit les aidants familiaux ou professionnels, et on sera probablement amené à revenir sur ce point-là dans la discussion en termes d'outils. La nécessité d'adapter les soins et les consultations, et c'est dans cet esprit qu'on a essayé de lister, avec les disparités territoriales qu'on connaît, les différents dispositifs, structures, organisations qui pouvaient accompagner le soignant et la personne qui avance en âge avec son handicap, et l'importance d'anticiper les changements de vie avec la notion de transition à préparer et à accompagner. Alors, voilà, on a fait également aussi des déclinaisons par handicap. Donc, à ce jour, c'est des choses qui ont été actées dans les copiles précédents. Donc, on a travaillé sur paralysie cérébrale, polyhandicap et troubles du développement intellectuel. Donc, là encore, hein, vous avez tout loisir d'aller consulter les fiches. Donc, l'idée, c'était vraiment aussi d'attirer l'œil du praticien sur les particularités de l'avancée en âge quand on a une paralysie cérébrale, mais on redit aussi toujours ces mêmes messages de prévention, de dépistage, voilà, toutes ces choses-là auxquelles, ça a été dit dans la vidéo, une personne en situation de handicap qui avance en âge doit bénéficier au même titre que n'importe qui d'entre nous. On a travaillé donc aussi sur le polyhandicap, et ce qui a paru voilà, particulièrement intéressant, alors autant la notion de profil, et là Bruno, vous me direz si je n'ai pas tout à fait compris les choses, mais la notion de profil était plus difficile à détailler ou calquer finalement ce qu'on avait fait dans la fiche générale sur l'avancée en âge d'une personne avec un handicap était plus difficile dans le cadre du polyhandicap du fait de la vulnérabilité extrême de la personne, du potentiel de base qui pouvait être déjà très, très entamé, si je puis dire. Et il y a un point particulier qui a émergé dans le groupe de travail, c'était l'importance toute particulière de l'accompagnement médico-social des personnes avec polyhandicap qui avancent en âge. Voilà. Et finalement, en y réfléchissant, c'est aussi un point qui, bien sûr, concerne toutes les autres personnes avec handicap, mais c'était intéressant de voir que dans cette population, c'était un point à mettre en exergue via une fiche spécifique qui est très courte. Et on a récemment donc travaillé sur le trouble du développement intellectuel et avancé en âge. Et donc là, finalement, on a pris le parti de faire un encart spécifique dans la fiche générale, ce qu'on appelle la fiche socle, parce que là, pour le coup, c'est ce que vous disiez, Monsieur Carnin, il y avait vraiment cette notion de profil robuste, fragile, pathologique, qu'on pouvait appliquer, entre guillemets, ou en tout cas reprendre. Elle correspondait à la situation des personnes. Donc à chaque fois, effectivement, qu'est-ce qu'on a mis d'autre, finalement, de nouveau par rapport à la fiche socle? On a souligné des risques spécifiques. Par exemple, donc là, il y a marqué les fausses routes. C'était, oui, la personne peut développer des troubles cognitifs, et alors même qu'il y a des recommandations diététiques parce que sa fonction manducatoire
du fait de l'âge, se dégrade, et bien la personne avec des troubles cognitifs va peut-être ne pas suivre ce qui est préconisé, aller consommer des aliments qui sont potentiellement source de fausse route pour elle. Enfin voilà, je vous donne un exemple, mais c'est pour vous expliquer comment on a travaillé. Donc on a travaillé aussi sur des fiches qui sont tout à fait en lien avec le vieillissement, donc là qui ne sont pas par handicap. Donc on a travaillé sur les troubles de la déglutition, avec bien sûr des rappels anatomiques, un descriptif très précis de ce qu'il faut pour ne pas faire de fausses routes, et puis un exemple de bilan des capacités d'alimentation. J'ai juste mis là à l'écran ce qui paraissait important, qui fait le bilan, parce que ça peut être souvent le cas dans un établissement médico-social. Il n'y a pas forcément d'orthophoniste qui pourra le faire. Donc c'est un point qui avait été vraiment soulevé dans le groupe de travail, et la nécessité d'un bilan initial qu'on doit répéter quand il nous semble que les capacités de la personne changent. Voilà. C'est vraiment important, ça, d'accompagner le changement chez la personne. Il y a aussi toutes les ressources sur le repérage de la douleur, tout ce qui est qui accompagne la personne en situation de handicap, et les mesures de protection juridique. Docteur Siret, je sais qu'on en avait parlé aussi quand on a travaillé sur la fiche générique, accueillir pour une consultation ou un soin un patient en situation de handicap, cette notion de quelle information donne-t-on et à qui, alors au patient bien sûr, mais qui l'accompagne et quelle information cette personne est-elle habilitée à recevoir. Voilà, tout ce qui concerne la dénutrition, c'est la bonne semaine pour en parler, avec la collaboration à un guide d'action pour la prévention de la dénutrition. Je laisse la parole pour Santé BD, je vous remercie. Alors, pour compléter les travaux qui ont été faits à destination des professionnels de santé, on a beaucoup travaillé également pour accompagner les personnes en situation de handicap et les aider à repérer les signes de vieillissement, les aider à s'adapter à des nouveaux examens, des nouveaux protocoles, réussir à les accompagner dans leurs rendez-vous de santé et donner des messages de prévention santé. Donc, nous avons adapté ou créé une trentaine de bandes dessinées en 3 ans. Un travail colossal qui a été mené grâce à environ 8 groupes de travail qui nous ont aidés à regarder sur chacune des thématiques quels étaient les besoins prioritaires. Alors, on est parti également des recommandations des copiles. Il y a eu 7 copiles depuis le lancement du projet qui ont fait remonter un certain nombre de thématiques. Donc, pour exemple, nous avons travaillé sur l'appareil dentaire. Nous avons revu aussi certaines bandes dessinées autour de est-ce que j'ai besoin de lunettes. On a travaillé sur des sujets en lien avec la vie affective et sexuelle, la gynéco, et on a créé la ménopause notamment. L'ORL, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, ce qui nous paraissait essentiel aussi, c'était de revoir complètement la bande dessinée sur le rendez-vous chez le docteur. Et là, on a eu un énorme travail pour que ce soit bien adapté à l'âge. Donc, voilà, tous ces 30 BD sont répartis sur les différentes thématiques. Et nous avons créé 2 nouveaux personnages. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on va sur Santé BD, on peut choisir d'un personnage. Jusqu'à présent, c'était enfant-adulte. Maintenant, on peut choisir aussi le personnage âgé, avec ou sans fauteuil roulant. Donc, ça fait finalement la formation de 4 nouveaux personnages qui permet à chaque personne, en fait, de s'approprier davantage les dessins et les scénarios. Alors, un petit focus en fait sur la BD, sur l'appareil auditif. On l'a travaillé comme à chaque fois avec un groupe de travail composé d'experts de la santé et d'experts du handicap, et donc notamment le syndicat des audioprothésistes, Infosens, qui fait partie de l'Institut national des jeunes sourds, et puis le docteur Nathalie London de Necker, pour pouvoir sélectionner les informations essentielles, pour pouvoir permettre à la personne finalement, concernant l'appareil auditif, de faire un vrai choix sur le type d'appareil qui sera adapté à son mode de vie, à ses besoins, à sa capacité à en prendre soin. Et donc, voilà, tout le travail qui est fait pour permettre l'autodétermination, comprendre dans quoi on s'engage lorsqu'on commence à avoir un dispositif médical, et puis quelle est la relation que l'on va pouvoir créer avec un audioprothésiste, les coûts, etc. Donc, tout un travail qui permet à la personne, finalement, de faire des vrais choix et d'être accompagnée dans sa santé. Nous avons également
étoffé énormément la banque d'images Santé BD. Donc toutes les images des bandes dessinées sont accessibles gratuitement sur le site Santé BD, pour pouvoir aussi que chacun puisse créer ses propres ressources de communication. Et nous avons créé une collection d'images personnes âgées où on retrouve en fait tous les dessins importants par rapport au parcours de soins, par rapport à des sujets de prévention ou de dépistage. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont à faire connaître, parce que ça permet, voilà, toutes les structures peuvent illustrer et aider à la communication, notamment à travers les dessins. On a aussi lancé un gros chantier sur l'accompagnement à la fin de la vie et comment traverser le deuil. Nous avons réuni différents experts pour pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on arrive à aider la personne en situation de handicap à comprendre en fait, eh bien, le cheminement de la vie, pour pouvoir se préparer à ce qu'elle va laisser comme trace derrière elle, réfléchir sur tous les sujets qui vont permettre à la personne à la fois d'accompagner, rendre hommage à une personne qui est décédée, réussir à traverser le deuil et à faire en sorte qu'elle soit associée à ces épisodes et qu'on puisse prendre en charge aussi, qu'on puisse les aider pour traverser les nouvelles émotions. Ce travail a été assez compliqué, très long, et donc on commence tout juste en fait à mettre en trame, à créer les bandes dessinées qui seront bientôt disponibles. Et c'est aussi un sujet très important pour que les accompagnants puissent aussi poser des mots, aider à encourager le dialogue et permettre l'expression des émotions des personnes qu'elles accompagnent sur ce sujet qui est difficile. Et alors, concernant les projets actuels, on en a encore plein, bien sûr. On voudrait créer une bande dessinée qui permette de coordonner en fait tous les éléments sur Je vieillis et qui fait écho à toutes les bandes dessinées qui ont trait au vieillissement. Il y a des sujets sur le bien dormir, d'autres dépistages des cancers, le dépistage du cancer du poumon, de la peau. On voudrait travailler sur Mon espace santé, travailler sur l'hygiène au quotidien, l'adaptation des bilans aux âges clés de la vie. Bon, beaucoup d'éléments, beaucoup de thématiques qui nous sont remontées, qu'on doit structurer. Et voilà, ça nous donne du travail pour encore plusieurs années. On a amorcé un travail aussi sur le diabète avec la Fédération des diabétiques de France. Voilà. Et on est toujours à l'écoute, en tout cas, de nouvelles suggestions. L'idée, c'est de voir quels sont les sujets prioritaires et sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de ressources. On est vraiment dans l'esprit de ce dont parlait le professeur Jandel, c'est-à-dire qu'on est dans ce continuum de la vie, finalement, et on est vraiment à cheval, si je peux dire, entre le handicap et le vieillissement, puisque les besoins peuvent être comparables, ou en tout cas, voilà. Le rôle des consultations dédiées handicap dans le parcours de soins, alors là aussi, je dirais, on est vraiment dans le continuum. On insiste pour que dans des consultations dédiées handicap, pour des patients qui ont une appréhension majeure des soins, qui sont très dyscommunicants, qui peuvent être agités, ou voilà, on insiste pour que dès qu'ils sont tout petits, ils puissent avoir des bilans somatiques de prévention, mais aussi bien sûr s'il y a une manifestation aiguë problématique, mais qu'ils puissent avoir des bilans de prévention. Et donc en formant, en outillant les médecins pour comprendre comment on peut s'occuper d'une personne dyscommunicante, quand est-ce qu'il faut l'envoyer à une consultation handicap, ça on l'a fait, c'est la fiche qui s'appelle bilan somatique qu'on a publiée cette année. On prévoit donc de faire une fiche spécifique sur les consultations dédiées handicap, puisque le cahier des charges des consultations dédiées handicap devrait être réécrit bientôt, fin 2025 ou en 2026. Et on se dit, voilà, outiller le médecin, ça permettra qu'il accompagne aussi son patient quand il va avancer en âge. C'est vraiment cette continuité du parcours de vie de la personne. Voilà, l'adaptation des bilans de santé aux âges clés de la vie aussi. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des questions, notamment sur la cognition, qu'il faut poser plus tôt qu'à l'âge de 65 ans, par exemple. On a bien vu qu'on a des patients pour qui il faut se poser la question plus tôt. On a aussi ce projet d'accueil aux urgences, voilà, et la question de l'hospitalisation à domicile.
Alors, un point très particulier, sensibiliser les professionnels de l'accompagnement aux spécificités du vieillissement. On voit bien que ce soit pour des personnes porteuses de handicap qui sont à domicile, ce qui est quand même la majorité des cas, mais aussi quand elles sont en établissement médico-social avec hébergement, et ce sont souvent les personnes les plus vulnérables, eh bien, toutes ces mesures de prévention, de repérage dont on a parlé, qui va les mettre en œuvre? Ce sont les aidants familiaux, certes, mais aussi les professionnels de l'accompagnement non professionnels de santé. Il y a les professionnels de santé, bien sûr, mais aussi ceux qui ne sont pas professionnels de santé. Et ceux-là, il y a un vrai besoin de les former aussi, de leur donner les bonnes informations. Et donc, on en parlera après, mais on a créé un kit ressources pour accompagner la personne porteuse de handicap qui avance en âge, et on a vraiment ciblé la page d'introduction sur l'accompagnement non professionnel de santé. Voilà. Donc après, il faudra décliner ça probablement en santé BD aussi, mais c'est peut-être à toi qu'il faut que je laisse la parole, Anne-Charlotte. Bien sûr, donc toutes ces ressources qui ont été créées, c'est important de savoir, d'avoir des retours d'usage, savoir si elles sont utiles, si elles sont faciles à comprendre, si elles correspondent vraiment aux attentes. Donc on a mis en place une évaluation en ligne il y a peu de temps, au mois de juillet, pour ceux qui sont habitués au site Santé BD, pour pouvoir avoir ces 3 questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est facile à comprendre? Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à préciser par rapport à cette bande dessinée? On a vraiment besoin d'avoir des retours de terrain. On en a pas mal qui nous arrivent par la boîte contact, mais également aussi au fil de l'eau. Nous avons eu beaucoup de réponses, 6200 retours pour les bandes dessinées qui concernent, pour toutes les bandes dessinées depuis le mois de juillet. Et 50% concernent des bandes dessinées sur la personne handicapée vieillissante, enfin pour l'accompagnement de l'avancée en âge. 95% des répondants trouvaient que la BD était facile à comprendre. 90% trouvaient que la BD donnait des informations utiles. Et puis après, il y a eu un certain nombre de témoignages. Par exemple, cette fiche est traitée avec beaucoup de réalisme et de délicatesse. Bravo. Voilà, on est en train de collecter l'ensemble des éléments. On n'a pas eu le temps de tout digérer, mais en tout cas, on va tenir compte des retours, notamment sur lorsqu'il y a des sujets négatifs pour pouvoir améliorer ce que l'on a fait. Et juste ce qui est intéressant, c'est parmi les répondants, il y a 62% qui sont des particuliers, alors qu'on avait un peu le sentiment que c'était quand même surtout utilisé par des professionnels de l'accompagnement ou des professionnels de santé. Et donc on est très content d'avoir ces réponses qui nous permet de voir que finalement les utilisateurs sont quand même très variés. Il y a 20% des professionnels de santé qui ont répondu aussi. 14% professionnels de l'accompagnement et puis 4% autres, on ne sait pas qui ils sont. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on tient à cœur vraiment tous ces retours et on essaye toujours d'être dans une démarche d'amélioration continue. Sur un travail en cours dont les résultats sont partiels et pas complètement consolidés. Donc nous avons interrogé 500 médecins généralistes en Alsace. Nous avons eu 53 réponses, 3 ne sont pas exploitables. Clairement, on sent un déficit de connaissance de l'ensemble des praticiens. Alors pourquoi est-ce qu'on a interrogé les praticiens généralistes? Tout simplement parce que le travail va conduire à la réalisation d'une thèse de médecine générale et qu'on avait donc des critères qui nous étaient imposés. On aurait pu le faire avec des éducateurs, avec des infirmières libérales, institutionnelles. On va peut-être continuer à faire ce travail et on se rend compte que 8% des médecins déclarent qu'ils avaient une formation initiale, 80% des médecins ne connaissent pas le terme de personnes handicapées vieillissantes. Les médecins de plus de 50 ans semblent être mieux formés et avoir des idées relativement claires sur ce sujet. Alors quand on gratte un peu et on va voir l'exploitation statistique, probablement qu'il s'agit des médecins qui ont une fonction institutionnelle, une vacation dans un établissement. Donc, on retrouve tout le temps ce chiffre de 78-80% qui se sont formés, qui ne sont pas formés, versus 20 qui se sont formés. Le chiffre
Le plus difficile, il apparaît là, 88% des généralistes parmi ceux qui répondant ne savent pas ce que c'est qu'une consultation blanche. Parmi les 12% qui savent, il y en a la moitié qui ne sait pas comment la mettre en œuvre. Donc on est quand même dans un niveau de connaissance, de compétences relativement difficile. Après, les médecins ont été gentils avec nous. On dit que 80% des gens se sentaient plus à l'aise une fois qu'ils avaient lu les fiches. C'est gentil pour nous, mais il faudra quand même vérifier derrière si l'efficience est au rendez-vous. Donc, nous communiquerons à Coactis les résultats consolidés, analysés de cette étude. C'est une étude partielle. Il n'y a pas que les médecins généralistes dans la vie. Donc, il faut aussi qu'on s'adresse à d'autres aidants. Mais clairement, sur le terrain, il y a du boulot. Sur le terrain, il y a des connaissances et des compétences qui ne sont pas à la hauteur de ce tsunami de personnes qui vieillissent avec un handicap. Il y a aussi 80% dans notre territoire qui ne savent pas où adresser les personnes qui vieillissent. Il faut dire aussi que les consultations gériatriques ordinaires sont extrêmement réticentes à prendre des personnes de 45 ans, de 47 ans pour un bilan mémoire. Donc, nous allons, au terme de cette étude, nous vous en communiquerons les résultats interprétés, mais d'ores et déjà, il y a du boulot sur le terrain. Je vous remercie. Donc, comme vous l'avez vu, on a créé énormément de ressources. Maintenant, il est temps de les diffuser, de les faire connaître. On a déjà commencé avec un certain nombre de dispositifs. L'idée, c'est de s'adresser aux gériatres pour faire connaître tout ce qui existe autour du handicap, aux professionnels de santé non spécialisés, leur faire connaître les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et les sujets qui ont trait au vieillissement. Et pour les professionnels du handicap, c'est les faire monter en compétences aussi autour du vieillissement. Donc il y a beaucoup d'acteurs à mobiliser. On a lancé un certain nombre d'actions de communication de notre côté, et notamment donc, des webinaires avec le tout dernier Handicap, Santé, Vieillissement, qui a réuni 1200 personnes en direct, et tous les webinaires sont disponibles en replay sur notre site et permettent de monter en compétence aussi sur les sujets du handicap. On l'a évoqué aussi, ce kit ressources handicap, santé, vieillissement, que vous en avez chacun un exemplaire, qui permet de recenser l'ensemble des ressources qui ont été créées, qui vous permettront aussi, vous pouvez le retrouver aussi en ligne, et qui permettra de porter ces informations auprès de votre réseau et des personnes avec qui vous travaillez. Il y a également un certain nombre des flyers ou autres ressources que l'on peut créer avec, au sein de notre équipe. Et puis également un certain nombre de partenariats qui ont été mis en place pour faire connaître ces ressources, alors notamment par exemple sur le site amélie.fr, levidal.fr, santé.fr, parlonsfindevie.fr, enfin, beaucoup de sites institutionnels, publics, relaient les ressources de façon à ce qu'elles soient connues le plus possible. Mais ce n'est pas suffisant, il y a encore beaucoup de gens qui n'y ont pas eu accès. Il y a tout un travail qui est fait aussi autour des retombées presse, avec des relations presse, pour faire connaître aussi, à la fois sensibiliser sur les enjeux et également faire connaître ce qui a été mis en œuvre.